Bonjour et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour Gaëtan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Hinda Gharbi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Bureau Veritas, qui est un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification. C'est comme ça que vous vous définissez. Alors, ce que vous faites n'est pas très connu du grand public, hein, c'est une partie qui est pas très visible, mais vous testez et vous certifiez des produits, des infrastructures ou des process pour les entreprises qui sont vos clientes et en fait qui vous demandent de regarder si tout est conforme à la réglementation. Alors, pour donner un exemple concret, c'est par exemple vous qui avez contrôlé les tribunes éphémères pendant les Jeux Olympiques, les anneaux sur la Tour Eiffel. Donc vous n'êtes pas très connu, mais vous êtes un grand groupe, puisque vous avez intégré le CAC 40, qui est l'élite des entreprises cotées en France. Vous faites 6 milliards de chiffre d'affaires, un peu plus. Vous avez 80 000 collaborateurs et vous êtes présent dans 140 pays dans le monde. Alors, vous allez nous expliquer comment vous œuvrez un petit peu dans toutes les facettes de notre quotidien en tant que tiers de confiance. En fait, vous êtes un spécialiste de la sécurité. Donc, on va balayer tous les enjeux aujourd'hui de sécurité dans le monde, que ce soit la pollution, la contrefaçon, les risques sanitaires aussi. On voit que vous avez aussi acheté des entreprises à tout va ces dernières années. Donc, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on va commencer par votre stratégie à vous, Bureau Veritas. Alors, Gaëtan, vous disiez, vous êtes partout, la certification de nos vêtements, aux ascenseurs, en passant par notre alimentation. Est-ce qu'il y a un domaine de notre quotidien dans lequel vous n'êtes pas encore ? En fait, d'abord, c'est une opportunité d'expliquer ce que fait Bureau Veritas. C'est une entreprise bicentenaire qui a toujours accompagné en fait les clients dans tous les secteurs économiques et on continue à le faire. Donc on est dans l'accompagnement, surtout quand nos clients ont face à eux des changements, des besoins nouveaux. Et donc la sécurité, on a une, la santé, la qualité, la protection environnementale et de plus en plus, bien sûr, les sujets de développement durable. On est presque dans tous les secteurs. On n'est pas dans les secteurs de la santé, les tests cliniques, les tests de médicaments, ça, on n'est pas dedans. On n'est pas dans les tests alimentaires, mais on est à peu près partout autrement. On disait que vous avez procédé beaucoup par acquisition. Hein. Comment ça se passe? Vous rachetez des petits concurrents? C'est quoi, des laboratoires, cibles, qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'on fait, en fait, on est dans une stratégie de recentrage du portefeuille. Ça veut dire qu'on est en train de regarder nos activités et on veut absolument se focaliser sur les marchés où on peut être leader. On ne veut pas être dans un marché où on est trop petit, où on n'a pas vraiment de position importante pour pouvoir avancer. Et donc, ce qu'on fait, on regarde, là, on a des lacunes en termes de compétences, en termes de présence géographique, et on va chercher des entreprises. Dites en anglais. Bureaux d'ingénieurs, c'est un peu de tout. Ça peut être des laboratoires, par exemple. Ouais. Récemment, on a acheté une entreprise au Chili dans le test des minerais de cuivre, parce que le Chili, c'est le plus grand producteur de cuivre. Voilà, métaux verts, en fait, ce qu'on appelle comme métaux verts. Le cuivre aujourd'hui est très demandé. Donc, on a acheté un laboratoire au Chili, mais aussi on a acheté une entreprise aux États-Unis qui fait ce qu'on appelle la conformité cyber pour les logiciels dans le cloud. Et donc là, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est un peu ça la richesse. Parce qu'on a l'impression que vous voulez voir un petit peu plus gros. Maintenant, vous aviez un projet de rapprochement avec votre concurrent suisse, SGS, l'année dernière, qui est tombé à l'eau. Pourquoi ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché parce que, comme toutes les transactions, on regarde le mérite stratégique, on regarde les complémentarités, mais on regarde aussi les modalités d'exécution, de mise en œuvre d'une transaction comme ça. Et là, c'était une très grande transaction avec des points d'exécution et de mise en œuvre qui étaient quand même assez compliqués. Et quand on regarde les deux, on a décidé que c'était pas la bonne. Est-ce que c'est une occasion ratée de vous développer rapidement par croissance externe, comme vous souhaitez le faire? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités
que vous regardez? Moi, je ne pense pas que c'est une occasion ratée. C'était une approche qu'on a essayé de faire, ça n'a pas marché. Notre stratégie aujourd'hui en termes d'acquisition et en termes de croissance externe, c'est d'aller chercher les petites cibles, comme vous avez dit. Là, on a des lacunes, donc ce qu'on appelle en anglais les bolt-on, et on va chercher, mais d'une façon très sélective, très disciplinée, des entreprises qui sont un peu plus grandes. Et là, on reste toujours... 500 millions d'euros de chiffre d'affaires? On reste en dessous de 500 millions. On est très très spécifique là-dessus parce qu'on va être sûr qu'on peut intégrer et que ça répond à nos besoins stratégiques de recentrage du portefeuille. Alors quand vous parliez tout à l'heure de cette entreprise qui, dans le minerai de cuivre, par exemple, concrètement, que fait cette entreprise que vous avez rachetée? C'est pour donner un exemple, pour essayer d'être précis, pour essayer d'être concret surtout. Alors, un laboratoire de test, le client qui, lui, est en train de faire de l'exploration ou de la production. Donc, c'est les entreprises minières. Donc, c'est les entreprises minières. Ouais. Ils vont sortir les minerais, mais il faut qu'ils testent combien de cuivre se trouve dans ces minerais. Nous, on a des outils de test, des équipements, c'est des machines très avancées qui vont faire une analyse spectrale, enfin beaucoup de sciences derrière, et on va leur dire votre concentration de cuivre est de telle valeur. Et avec cette information, eux, ils vont prendre des décisions d'investissement, soit on développe ce gisement ou pas. Et quand ils sont en production, ils vont pouvoir orienter là où ils vont faire du forage pour aller sortir les minerais. Alors je disais que vous étiez dans 140 pays. On peut faire de la certification dans tous les pays, parce que bon, en Europe, on en parlera tout à l'heure, là on est bien réglementé, bien normé, aux États-Unis aussi j'imagine. Là on voit bien en quoi consiste votre métier, mais je sais pas moi, par exemple en Afrique, où là les choses sont peut-être un peu moins carrées, là vous avez des potentiels de développement? Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui est important si on regarde de loin, c'est qu'il y a un peu une convergence des attentes des consommateurs et des usagers. Donc, dans tous les pays développés, entre les pays développés et les pays en développement. Donc, un consommateur au Ghana, il va vouloir on a vérifié quand même que les objets qu'il utilise tous les jours n'ont pas un effet nocif sur la santé, comme ça serait le cas en France ou en Argentine. Donc, il y a cette convergence des attentes et il y a des systèmes qui sont globaux de certification qui s'appliquent partout dans le monde. Et souvent, la Chine, par exemple la Chine aussi. Vous travaillez en Chine? On travaille en Chine. Vous certifiez les produits chinois? On certifie pas mal de produits chinois. Les biens de consommation en Chine, par exemple, quand vous achetez des vêtements qui sont fabriqués en Chine, ou une table, ou un téléphone portable, ils passent par des laboratoires de Bureau Veritas où on va vérifier les sujets de sécurité, de santé et de qualité. C'est des métiers, j'imagine, très techniques. Est-ce que l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup aujourd'hui, vous aide dans vos métiers? Est-ce que ça peut vous aider à être plus précis dans les tests que vous faites et plus rapide aussi pour vous adapter aux législations qui évoluent? Alors, les technologies de l'IA, moi je le dis, je suis fascinée par ces technologies parce qu'elles vont changer comment on travaille. Donc forcément ça s'applique chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de données. Première chose, on a beaucoup de données. Deuxième chose, on est dans le savoir. Notre métier, c'est un métier de savoir. Donc, avoir des données et avoir la possibilité d'exploiter ces données pour donner des informations plus importantes aux clients. Je vais vous donner un exemple très concret. Une compagnie minière qui a beaucoup de machines, une mine, c'est truffé de machines un peu partout. Garder cette mine en fonctionnement, il faut être sûr qu'on n'a pas des pannes. Et donc, avoir les données pour dire, quand on a fait les dernières inspections, on a vu certains paramètres et faire ce qu'on appelle la prédictibilité, prévoir un peu les risques et planifier en avance, ça permet aux mines de ne pas s'arrêter. Une mine qui s'arrête ou une raffinerie qui s'arrête, c'est un impact énorme en termes de frais de fonctionnement, mais aussi en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, l'IA, c'est un outil qui va vraiment changer comment on travaille dans ce métier. Alors, donc votre métier, c'est de faire appliquer la réglementation, enfin de vérifier que tout est bien conforme. Alors, les entreprises se plaignent beaucoup, de plus en plus, du poids des réglementations. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter à ce sujet Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France, qui était au Sénat en avril dernier. La France est un pays qui a du mal, qui a un mal fou à se débarrasser de ses archaïsmes. C'est-à-dire la suradministration, la surcomplexification des processus, l'excès régulatoire, toute la culture de la bonne copie administrative et du contrôle, en fait, qui est quand même terrible pour l'industrie.
Oui, il n'est pas tendre. Et en fait, les normes et la réglementation, finalement, mais c'est votre business. Il n'y a que vous qui ne vous plaignez pas de ça. Alors, non, en fait. Alors, d'abord, je pense que c'est important de le dire, Bureau Veritas, une grande partie du chiffre d'affaires de Bureau Veritas n'est pas réglementaire. Ça, c'est très important. Par contre, donc bien c'est des sûr, entreprises qui veulent s'assurer, en dehors de ce qui est obligatoire, de la sécurité de leurs activités. C'est ce qu'on appelle les schémas volontaires. Souvent, c'est les clients qui, eux, ils se protègent. Ils protègent leurs consommateurs, ils protègent leurs clients, et donc ils se protègent eux-mêmes en regardant les aspects de sécurité, qualité, santé et les aspects environnementaux, entre autres. Donc, la réglementation, pourquoi elle est en place? Elle est là pour minimiser les risques, pour les éliminer. Souvent, on ne peut pas complètement éliminer un risque, on le minimise. Après, le problème avec les normes, c'est qu'il y a un écosystème de normes. Il y a des normes qui sont faites par des organisations spécialisées, il y a des normes qui sont gouvernementales. Et qui dit gouvernement, dit plusieurs départements, plusieurs structures. C'est pas ça qui paralyse un peu l'économie? Il n'y a pas un risque de paralysation? Moi, je pense qu'il y a un risque de paralysation des organisations, des entreprises pour qu'elles puissent innover, pour qu'elles puissent avancer, pour qu'elles puissent être très compétitives par rapport à d'autres acteurs, d'autres endroits. Et cette histoire de complication, de complexification des normes n'est pas seulement en France. Hein. C'est un fait qu'on voit un peu partout dans le monde. Il y a un peu enfin, moi j'aime bien l'appeler un peu le sandwich. Il y a des couches et des couches de normes qui font que, à la fin, l'utilisateur, l'entreprise est un peu perdu. Donc, nous, on essaye de les aider, mais c'est pas suffisant. Et pour bien comprendre, quand une entreprise vient vous voir et vous demande de certifier son process, son produit, une fois qu'elle a le tampon Bureau Veritas en disant c'est conforme, ça nous paraît très bien, ça veut dire que c'est vous qui portez la responsabilité? Ça veut dire que l'entreprise, enfin, s'il se passe quelque chose derrière, ou c'est une façon pour l'entreprise de prendre une assurance en quelque sorte? C'est une façon pour l'entreprise. Quand on a un commissaire aux comptes, vous voyez. Ouais. C'est une façon pour l'entreprise de s'assurer que leur système, que leur processus de production ou que leurs produits suivent les règles. Donc, bien sûr, c'est une forme d'assurance pour eux. Après, c'est leur responsabilité parce que nous, on envoie des inspecteurs qui vont aller voir, par exemple, on va certifier une usine. D'abord, on n'est pas obligé de certifier si on n'est pas convaincu que c'est fait comme il faut. Oui. On ne va pas le certifier, c'est pas parce qu'ils nous payent qu'on certifie, on ne certifiera pas. Après, quand on certifie, on a reçu des informations, on a interviewé des personnes, et là, avec cette information-là, on va prendre la décision de certifier ou pas. Alors, on voit, on a vu après le Covid une tentation de certaines entreprises de revenir un peu en arrière sur les normes environnementales. On voit qu'aux États-Unis aussi, avec l'administration Trump, on a une forme de retour en arrière sur ce sujet de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que vous le ressentez dans votre activité? Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises sont moins regardantes sur ce sujet? Moi, je pense qu'il y a le narratif politique. Et il y a la vraie vie des entreprises. Et la vraie vie des entreprises, c'est une vie de gestion de risque. Donc quand on est un grand groupe ou même une petite entreprise ou une moyenne entreprise, on va protéger l'entreprise. Et quand on a des risques, on ne peut pas les ignorer. C'est pas possible, il faut absolument les regarder. Donc si on dit, il y a aux États-Unis notamment un relâchement des réglementations environnementales, si on est une entreprise aux États-Unis, on va faire attention quand même. Même s'il n'y a pas la réglementation, il y a le besoin de se protéger vis-à-vis de leurs consommateurs. Voilà, c'est le côté volontaire. Et c'est pour ça, moi, je suis plus sereine par rapport à ça, parce que ce que les clients nous disent, ils veulent protéger leur marque, ils veulent protéger leur réputation, et ils veulent rester compétitifs. Et pour attirer aussi des talents, parce que quand on ne fait pas trop de... Absolument, absolument. On voit que la guerre commerciale bouleverse beaucoup la vie des entreprises et l'ordre du monde. Est-ce que vous pensez qu'elle va mettre fin à la mondialisation telle qu'on la connaît, c'est-à-dire aller vers un monde peut-être plus multipolaire et réorganiser les chaînes logistiques, parce que vous les suivez de près aussi? Moi, je suis convaincue que ça va être le cas. C'est en train de se faire. En fait, quand on se souvient de la première administration Trump en 2018, il y a eu déjà des tarifications qui étaient mises en place sur certains produits. Il y a eu cette prise de conscience post-Covid qu'à la fin, quand même, il y avait de grands risques pour différents pays dans leur chaîne d'approvisionnement. Ils se rendaient compte qu'ils étaient quand même très exposés par rapport à certains produits, par rapport à certains biens. Et donc, on a commencé à voir les acheteurs, les stratégies des grands groupes, c'est de dire comment
on va gérer ce risque-là et comment on va bouger nos chaînes d'approvisionnement. Donc absolument, moi je pense qu'on se dirige vers des systèmes un peu multipolaires avec des alignements entre certains pays, certaines régions. Ça va être plus ou moins grand, ça va dépendre des produits, ça va être très très, je pense, dynamique pour créer un peu cette protection pour les pays en fait. Et souvent c'est des soucis de sûreté nationale. Hein. Alors depuis qu'il y a cette guerre commerciale qui s'est exacerbée avec l'arrivée de Trump, on constate un certain attentisme dans les entreprises. Chacun, là par exemple, on a une suspension de 3 mois, mais le 10 juillet, on ne sait pas si des sanctions, des barrières douanières vont réapparaître. Est-ce que vous ressentez ce ralentissement économique? Vous sentez chez vos clients que tout le monde est un peu tétanisé? Je pense qu'il y a un peu d'attente, parce que en fait, c'est quand même très difficile de planifier long terme si on ne comprend pas où ces tarifications vont aller. Ayant dit ça, nous, ce qu'on observe, c'est que les clients, ils ont quand même pris certaines décisions en termes de leur chaîne d'approvisionnement, spécifiquement par rapport aux tarifs. Ils se protègent, ils se préparent. Ils anticipent plus? Ils anticipent plus, voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Dans les biens de consommation, les détaillants américains ont déjà commencé à bouger leur production de la Chine vers l'Asie du Sud, par exemple, l'Asie du Sud-Est. Mais là, on arrive à un problème de... Vietnam, Bangladesh, tous les pays voisins, Inde. On commence à voir des acteurs qui commencent à regarder le bassin méditerranéen, la Turquie, le Maroc, l'Égypte. Puis bien sûr, l'Amérique centrale, c'est un autre endroit. Donc nous, on essaye d'anticiper avec eux et de se positionner sur ces marchés-là. Mais on le voit, c'est très très clair. Et on le voit aussi, on ne le dit pas souvent, les producteurs eux-mêmes, ceux qui sont en Chine par exemple aujourd'hui, ils sont en train de se trouver de nouveaux centres de production. Donc ils ne sont pas en train d'investir en Chine, ils vont investir ailleurs. Oui, c'est un jeu de domino finalement. Exactement. Alors on va essayer d'avancer sur ces enjeux de sécurité qui sont extrêmement intéressants, puisque toujours avec cette guerre commerciale, on a beaucoup entendu en Europe de craintes sur le risque de déferlement de petits produits chinois et de contrefaçon. Est-ce que ces produits-là sont dangereux ou non aujourd'hui, vous qui les contrôlez au quotidien? Je pense qu'il y a un système de protection du consommateur qui existe aujourd'hui. Les biens qui sont fabriqués en Chine aujourd'hui, les biens de consommation, passent par les laboratoires de test chez nous, chez nos concurrents, et les spécifications sont définies quand même par les acheteurs. Et donc nous, on va tester par rapport aux spécifications de l'acheteur. Donc et c'est ça le rôle un peu essentiel de Bureau Veritas. On est un peu le blockchain, si vous voulez, de cette transaction. On est au milieu et on vérifie que ça a été fait. Donc si des acheteurs en Europe décident d'acheter en Chine et qui spécifient ce qu'ils veulent, et il y a les normes, donc il y a les normes d'abord pour que ça soit importé. Les normes CE, par exemple, quand ça va être importé, on va suivre ces normes-là. Et puis il y a des demandes des acheteurs qui seront beaucoup plus spécifiques, notamment sur les sujets de développement durable. Dans vos autres métiers, on a l'alimentaire et on a beaucoup entendu parler cette semaine encore de scandales autour de l'alimentation. On a eu Lactalis il y a quelques années, il y a eu Buitoni, il y a eu Ferrero, maintenant Perrier. Est-ce que vous pensez qu'il y a un sujet de sécurité alimentaire en France aujourd'hui, dans les produits qu'on consomme au quotidien? Moi, je ne pense pas que ce soit un problème généralisé. Il va y avoir des lacunes dans certaines organisations ou dans certains cas. Et le système, l'existence d'acteurs comme Bureau Veritas et autres, l'existence des laboratoires, nous, on ne fait plus les tests en laboratoire, mais on reste dans la certification, par exemple. Donc des usines, par exemple. Tous ces acteurs-là contribue à mettre en place un système qui garantit que les produits sont faits de bonne qualité et qu'il n'y a pas d'impact nocif. Il n'y en a pas plus qu'avant. Moi, je ne pense pas, je n'ai pas les statistiques là devant moi maintenant, mais je ne pense pas. Je trouve que avec le temps, on améliore les pratiques, il y a plus de visibilité, il y a plus de traçabilité. Mais des entreprises comme celle de Buitoni ou d'autres dans lesquelles il y a une faille,
Elles sont contrôlées, ces entreprises, j'imagine. Comment c'est possible, en fait, si je ne parle pas forcément par vous, mais enfin, il y a forcément des contrôles dans ces usines. Comment est-ce qu'on peut laisser passer Je ne vais pas commenter sur un cas précis, mais je vais dire qu'en général, on va aller s'assurer de la conformité du management, par exemple, d'une usine par rapport à une accréditation précise. Donc, quand on va faire les systèmes ISO, par exemple, là, on est en train de suivre on va vérifier des paramètres très précis. On va parler avec les employés, les managers, enfin tout le monde sur site. On va visiter et regarder. Après, dans tout système, il y a un facteur humain, il y a un facteur processus, on peut avoir des failles, et c'est pour ça, l'idée de la qualité en général, c'est une amélioration continue. Il faut toujours continuer à améliorer, parce que, comme je disais, le facteur humain est très très important. On peut être fatigué, on peut être malade, on peut être mécontent, et on peut avoir des problèmes, comme on peut avoir un problème beaucoup plus, ce qu'on appelle nous un peu des problèmes un peu plus hard, ça veut dire c'est des problèmes de processus. Là, il y a des choses plus structurelles qu'il faut regarder. Je crois que vous certifiez les exploitations bio en France, pour vous assurer que les produits agricoles sont bio. C'est un secteur qui traverse une période un peu difficile, hein. Ça se vend moins, c'est plus compliqué. Plus récemment, oui, plus récemment, plus qu'avant, oui, avec l'inflation, bien sûr, les consommateurs, je pense qu'ils ont... Et vous pensez qu'il y a un marché du bio qui peut être prospère en France ? Je ne suis pas experte du marché des bio, mais je pense que, voilà, après, il y a un équilibre entre ce que les consommateurs peuvent se permettre et ce qu'ils veulent, mais je pense qu'il y a quand même un besoin. Oui. On voit que le marché reprend un petit peu. Est-ce que du côté des agriculteurs que vous certifiez, vous les voyez aussi? Est-ce que vous voyez les conversions se reprendre un peu, ou on est encore dans une forme d'attentisme sur ce sujet-là? Je n'ai pas vraiment regardé ce sujet en détail plus récemment, mais je pense que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait eu un ralentissement des certifications bio, probablement sur les derniers 18 mois, 24 mois, et puis on va voir si ça va reprendre. Alors vous êtes un observateur avisé de la qualité des produits. Est-ce que vous constatez, on parle beaucoup de contrefaçon, est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que vous constatez une augmentation de la contrefaçon dans les produits qui rentrent en France? C'est quelque chose sur lequel vous travaillez? On regarde, on a certains services que des clients nous demandent pour la traçabilité des produits. Donc on va regarder toute la chaîne d'approvisionnement, comment les produits transitent, comment les usines, la fabrication, faire en sorte qu'il n'y a pas de fuite de savoir-faire ou de matière. On fait toute la traçabilité sur toute la chaîne de valeur, on peut faire ça, oui, bien sûr. Après, je ne vais pas commenter exactement sur la France, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de visibilité sur les produits. Forcément, il y a des acteurs qui ont des intentions moins que honorables, qui essayent de profiter de ça, oui, bien sûr. Alors, pour terminer cette émission, on va parler un peu de vous, Hinda Gharbi, puisque le groupe que vous dirigez connu une étape importante, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le CAC 40 il y a 6 mois. Qu'est-ce que ça change au quotidien de diriger une entreprise qui est dans l'élite, comme disait Gaëtan, de l'économie française? Alors d'abord, l'entrée au CAC a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme par tous nos collègues en décembre. Moi, j'ai toujours... D'abord, c'est une reconnaissance du travail de tous les collègues, tous les collaborateurs, et aussi toutes les stratégies, mon prédécesseur, celui d'avant. C'est une marche qui prend du temps pour arriver là. Alors, qu'est-ce que ça change? Plusieurs choses. Déjà, sur le marché, ça nous donne beaucoup plus de visibilité de l'action Bureau Veritas sur les marchés. Forcément, étant dans l'index CAC 40, il y a beaucoup plus d'intérêt par les investisseurs, plus de visibilité. Pour nous, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. On est un acteur maintenant dans les grandes entreprises françaises. Et donc, plus de contraintes aussi
En tant que forcément, il y a plus on n'est plus regardé, donc on doit être plus exemplaire. Et donc il faut. On rentre dans des indices, on se fait. Après, ça fait partie du package, j'allais dire CAC 40. Donc forcément, il y a plus de visibilité, il y a plus d'intérêt par plusieurs acteurs, par aussi des employés qui veulent travailler avec nous. Donc ça nous donne quand même beaucoup d'envergure qu'on n'avait pas forcément avant. Pour nous, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en œuvre notre stratégie et quand vraiment on s'est engagé par rapport à nos actionnaires, par rapport à nos employés, par rapport à nos clients. Il faut qu'on arrive à mettre tout ça en place, bien sûr. Alors vous faites partie d'un cercle assez restreint finalement, des femmes qui dirigent des grandes entreprises, des très grandes entreprises du CAC 40. Je crois qu'il y en a 4 dans le CAC 40. 4 sur 40, il y a encore des progrès à faire. Est-ce que vous avez ressenti dans votre parcours plus de difficultés, plus de discrimination pour arriver là où vous êtes que si vous aviez été un homme ? Je sais que vous êtes assez impliqué sur toutes ces questions. Oui, moi j'ai travaillé toute ma carrière dans des milieux très masculins. Le pétrole avant, j'étais chez Schlumberger pendant 26 ans. Là, il faut... forcément, il y a des moments qui ne sont pas forcément très agréables, mais moi j'ai toujours privilégié le fait que j'étais ingénieur, j'étais manager, j'étais grand manager, et à chaque fois je faisais mon travail. Si ça dérange quelque autre personne, c'est leur problème, c'est pas le mien. Et donc j'ai traversé ça avec cette approche-là, et je conseille à toutes les femmes capables de le faire. Vous avez un enjeu de féminisation chez Bureau Veritas. Vous essayez de promouvoir des femmes, ou alors c'est... Absolument, absolument. Oui. C'est un secteur technique, c'est un secteur très terrain aussi, hein, il faut aller dans les sites, etc. Aujourd'hui, nous, on a à peu près dans le groupe 30% de femmes, en général. Dans les instances dirigeantes, on est à peu près à 28%, et notre objectif à l'horizon 2028, c'est 35%. Donc on n'en est pas encore là. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'identifier les talents assez tôt, de les accompagner. Et quand je dis identifier les talents, on va le faire aussi bien pour les hommes et les femmes, mais il faut quand même identifier les talents, faire un pari sur certains talents pour les faire avancer, et puis suivre le développement. Et il y a aussi un changement culturel pour faire en sorte qu'on fait avancer ces personnes, et que quand il y a des lacunes, on fait du mentorat, on les aide, on fait du coaching. Et donc voilà, c'est un travail qui va prendre du temps, mais il faut rester concentré dessus. Ouais. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez commencé sur les champs pétroliers chez Schlumberger, qui est un milieu pas facile. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là et de ce quart de siècle dans les milieux pétroliers ? Alors d'abord, c'est une industrie fascinante, hein, le pétrole. On ne le voit pas de l'extérieur, c'est une industrie très technologique. Bien sûr, c'est une industrie qui ne s'arrête jamais, donc il y a un niveau de pression, je vais dire, très très important. C'est une industrie très internationale, donc beaucoup de diversité. Moi, j'aime beaucoup tous ces facteurs-là. Ce qu'on apprend, c'est qu'il faut toujours apprendre, en fait. C'est une industrie où quand on s'arrête d'apprendre, on n'avance plus. Il y a tellement une envie d'aller chercher l'innovation, de vraiment pousser un peu les frontières de ce qui peut se faire. Et donc voilà, c'est apprendre, être tolérant et avancer. Je suis obligé de vous couper. Cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup Hinda Gharbi d'être venue nous voir. Merci Olivia. Et merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur le Figaro TV ou sur l'application du Figaro.fr. À bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit d'entreprise.